Merci d'être venus aussi nombreux pour écouter Michel et Monique. Son Charlot, oui, moi, accessoirement. Alors, je voudrais d'abord, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, vous n'êtes peut-être pas très nombreux, mais quand même, repréciser un peu leur profil bibliographique, c'est-à-dire revenir sur l'ensemble de leur œuvre, puisqu'il y a déjà un grand nombre d'ouvrages qui ont été publiés sur des sujets sur lesquels ils travaillent depuis un grand nombre d'années. Alors, on pourrait dire en gros que même si dans leurs ouvrages, toutes ces thématiques se recoupent, on peut tout de même, me semble-t-il, classer en trois grandes catégories les publications des Pinson Charlot. Évidemment, une série d'ouvrages sur les riches, les dynasties d'affaires, les grandes fortunes en France, pour l'essentiel, mais aussi dans leurs ramifications à l'échelle européenne, sinon même à l'échelle globale. Je citerai Grande fortune, dynastie familiale et formes de richesse en France, chez Payot en 96, Nouveau patron, nouvelle dynastie, chez Calment-Lévy en 99, Le président des riches, évidemment, enquête sur l'oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy, la découverte en 2010, L'argent sans fin ni loi, et évidemment la violence des riches. Une série ensuite de publications traitant plutôt des espaces de sociabilité, de l'entre-soi en quelque sorte, des grandes familles, des grandes fortunes, dans les beaux quartiers aux éditions du Seuil en 1989, Quartier bourgeois, quartier d'affaires en 1992, Paris mosaïque, Château et Châtelain, et l'ouvrage le bien nommé Les ghettos du Gotha, comment la bourgeoisie défend ses espaces aux éditions du Seuil en 2010. Et enfin, des ouvrages à dimension plus méthodologique, plus réflexive, qui sont évidemment très importants aussi pour les chercheurs. Je citerai là, pour l'essentiel, Voyage en grande bourgeoisie, journal d'enquête, dont on y parlera peut-être tout à l'heure, et aussi Sociologie de la bourgeoisie aux éditions La Découverte. Alors, je pense que la meilleure façon d'introduire cette conférence, c'est très probablement de lire la 4e de couverture de La violence des riches, qui dit assez clairement, bien évidemment, ce qu'est le contenu de cet ouvrage, mais en quoi le travail des Pinson Charlot est si singulier, à la fois par leurs objets d'étude, mais aussi par leur grille de lecture et les positions, il faut bien dire, hétérodoxes qu'ils prennent dans le champ des sciences sociales à l'échelle, je crois, on peut le dire, à l'échelle européenne. Donc je vais lire cette 4e de couverture, et puis à partir de là, souligner toute une série d'apports dans leur recherche qui me semblent être aujourd'hui des apports particulièrement précieux pour penser la crise, mais également les principaux bénéficiaires de cette crise et les politiques d'austérité qui sont aujourd'hui à l'œuvre à l'échelle de l'Europe. Sur fond de crise, la casse sociale bat son plein, vie jetable, existence sacrifiée. Mais les licenciements boursiers ne sont que les manifestations les plus visibles d'un phénomène dont il faut prendre toute la mesure. Nous vivons une phase d'intensification multiforme de la violence sociale. Mêlant enquête, portrait vécu et données chiffrées, Michel Pinson et Monique Pinson Charlot dressent le constat d'une grande agression sociale, d'un véritable pillonnage des classes populaires, un monde social fracassé, au bord de l'implosion. Je crois qu'il faut rappeler que si Michel et Monique Pinson Charlot sont des sociologues qui ont fait toute leur carrière au CNRS et des spécialistes de la grande bourgeoisie d'affaires, ils ont aussi constamment travaillé sur les classes populaires, sur les milieux ouvriers. Et donc cet ouvrage, c'est évidemment un descriptif des moyens par lesquels la classe dominante perpétue en quelque sorte sa domination, à l'échelle en tout cas de la France, mais c'est aussi un ouvrage de réflexion sur le démantèlement de ce qu'il reste encore de l'État social en France, et donc en quelque sorte une réflexion sur les victimes aussi de ces politiques de domination. Je reprends la lecture de la 4e de couverture. Loin d'être l'œuvre d'un adversaire sans visage, ils font là évidemment écho à la citation de François Hollande qui au Bourget avait dit « Mon ennemi c'est la finance, mais il n'a pas de nom, pas de visage ». Vous allez voir que les choses sont évidemment un peu différentes. Cette violence de classe qui se marque dans les têtes et dans les corps a ses agents, ses stratégies et ses lieux. Les dirigeants politiques y ont une part écrasante de responsabilité. Les renoncements récents doivent ainsi être replacés dans une longue histoire des petites et grandes trahisons d'un socialisme de gouvernement qui a depuis longtemps choisi son camp. On comprend là évidemment qu'il y a chez les Pinson Charlot la volonté précisément de démystifier les marchés financiers et de mettre des noms, des visages sur ceux que l'on appelle les dominants. Et on pourrait d'ailleurs, comme je l'ai fait tout à l'heure, et c'est important de le rappeler, montrer combien leur travail s'inscrit dans le prolongement des travaux de Pierre Bourdieu, qui déclarait dans une note d'intention dans le numéro 5 des actes de la recherche en sciences sociales, on est en novembre 1975, dans un univers où les positions sociales s'identifient souvent à des noms, la critique scientifique doit parfois prendre la forme d'une critique ad hominem. Comme l'enseignait Marx, la science sociale ne désigne, ouvrez les guillemets, des personnes que pour autant qu'elles sont la personnification de positions ou de dispositions génériques dont peut participer celui qui les décrit. Elle ne vise pas à imposer une nouvelle forme de terrorisme, mais à rendre difficiles toutes les formes de terrorisme. Ce n'est donc pas évidemment une chasse aux sorcières auquel se livrent les Pinson Charlot, mais une description très empirique des lieux de pouvoir et des agents de la classe dominante, avec, il est vrai, là aussi, une particularité qui est de pointer
la responsabilité évidemment des gouvernements qui se sont succédés en France, que ces gouvernements soient dirigés par des libéraux sociaux ou par des sociaux libéraux. On y reviendra tout à l'heure. Je conclus à ceux qui taxent indistinctement de populisme toute opposition à ces politiques qui creusent la misère sociale et font grossir les grandes fortunes. Les auteurs renvoient le compliment. Il est grand temps de faire la critique de ce qu'ils appellent le bourgeoisisme. On a là aussi une volonté de réfléchir sur l'usage du terme populisme, qui est devenu aujourd'hui, c'est vrai, un argument assez classique dans le discours dominant pour renvoyer en quelque sorte du côté d'une forme d'irrationalité tous ceux qui, dans le domaine des sciences sociales, dans le domaine politique, dans le domaine social et syndical, critiquent aujourd'hui les modes de domination. Ils sont assez systématiquement accusés de populisme. Et donc, Monique et Michel Besson-Charlot ont décidé de leur, en quelque sorte, leur renvoyer l'argument et de dire, ben nous, ok, nous assumons et donc nous allons critiquer le bourgeoisisme, c'est-à-dire les méthodes à travers lesquelles la classe dominante arrive en quelque sorte à reproduire ces situations de domination, à la fois dans le domaine économique, mais également dans le champ politique et idéologique. Alors après cette introduction, j'aurais envie tout de même de leur poser une question qui me semble importante. Ils disent ceci, page 133 dans leur ouvrage, « Notre travail sur la classe dominante a reçu un accueil mitigé de la part de notre milieu professionnel. Prendre connaissance des modes de vie, des richesses, de la dimension des inégalités paraissait superflu, sans urgence. » Alors ça peut paraître curieux que leurs travaux aient reçu, je ne dirais pas nécessairement une très mauvaise réception d'emblée, mais en tout cas qu'elle ait suscité, que leurs travaux aient suscité, une réaction assez mitigée dans le domaine de la recherche dans les sciences sociales, au CNRS, dont le travail devrait être, me semble-t-il, précisément de penser le fonctionnement des classes sociales. Alors là, je voudrais que Monique et Michel réexpliquent ce qu'ils disent très bien dans leur ouvrage, mais de façon évidemment un peu plus synthétique, et quels ont été les différents obstacles auxquels ils ont été confrontés, obstacles académiques, mais également politiques et proprement sociologiques, pour justifier en quelque sorte du bien fondé de leurs travaux. Oui, ça c'est vrai que c'est assez extraordinaire comment les obstacles ont pu se multiplier quant à la réception du travail sur les classes dominantes, avec toujours, je pense, le même point commun. C'est-à-dire qu'au fond, quand on fait partie des classes moyennes ou des classes populaires, on préfère pas savoir. C'est un petit peu comme quand on est là une nuit d'été sur sa terrasse et que vous avez votre mari qui vous raconte des tas de choses sur toutes les étoiles qui sont là, sur l'univers infini, sur les météorites qui vont me tomber sur la tête. Moi, je préfère pas savoir. Et on peut faire le même raisonnement avec la classe qui concentre toutes les formes de richesse et de pouvoir, cette oligarchie qui aujourd'hui met en péril l'humanité et notre planète. Et là, ce soir, bien entendu, je vous remercie d'être nombreux à venir prendre connaissance de nos enquêtes et de notre travail, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus peur. Vous savez qu'il faut que vous sachiez ce qui vous attend, ce qui se passe, tellement la situation est grave. Mais ce ne fut pas le cas depuis 1986 que nous avons commencé à travailler dans la réception de notre travail. Nos collègues, par exemple, n'ont pas été des soutiens très puissants pour nous pousser à continuer ce travail, qu'ils critiquaient volontiers avec des arguments moraux. Ils nous disaient que nous étions fascinés, que nous étions trop gentils. Bref, par ailleurs, au départ, nous avons eu beaucoup de difficultés à obtenir des financements, alors qu'auparavant, sur les classes populaires, nous n'avions pas de difficultés pour avoir des contrats avec des administrations pour financer nos enquêtes, puisque le CNRS français ne nous paye que nos salaires, avec des petites subventions pour quelques moyens de travail, mais, et c'est très bien, il faut aller chercher l'argent pour financer ces enquêtes. Ensuite, dans nos familles respectives, chez nos amis, on a remarqué que chaque fois qu'on essayait de placer un petit peu des petites choses de notre vie, parce que quand même ça nous mobilisait beaucoup, et puis on faisait quand même des trucs assez incroyables. On a par exemple passé 3 ans sur des vélos tout-terrain dans toutes les forêts de France, à courir derrière le cerf. C'était un travail sur la chasse à courre. Et
eh ben, on trouvait que ce qu'on avait à vivre était extraordinaire. Et puis, ben, non, ça, tout de suite, on sentait qu'il fallait changer de sujet de conversation. La réception vis-à-vis des partis politiques, des syndicats, ben, c'est pareil. Il a fallu qu'on fasse beaucoup de livres avant que les partis, les syndicats commencent à comprendre. D'ailleurs, c'est peut-être parce qu'on n'était pas clair non plus, qu'on était timide, qu'on n'allait pas jusqu'au bout des choses. Comprennent l'intérêt de notre travail. Et alors, le moment le plus extraordinaire de notre vie professionnelle, c'est quand on a publié Le Président des riches. Notre éditeur avait décidé de faire un tirage absolument dingue, exceptionnel, de 12 000 exemplaires. Nous, on disait, mais vous allez boire le bouillon pour le restant des jours des éditions La Découverte. Et puis là, tout d'un coup, il y a eu un espèce de miracle. Les 12 000 exemplaires sont partis dans la première journée. Et le livre s'est vendu à 150 000 exemplaires. Mais je ne dis pas ça pour faire la maline, c'est simplement pour montrer qu'il y a un moment dans la trajectoire de deux chercheurs où il y a un livre qui est en convergence, qui est en interaction, qui est en harmonie parfaite avec une réception possible de ce travail. Et donc la violence des riches qui va nous mobiliser ce soir, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que c'est un ouvrage qui correspond à ce que vous êtes en train de vivre, cette phase du néolibéralisme où la finance spéculative prend le pouvoir sur les politiques et sur l'économie réelle. Et je terminerai par un seul chiffre. Je vous dirais que le produit intérieur brut mondial représente 85 000 milliards de dollars. C'est facile à retenir, 85 000 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est l'économie réelle, c'est votre travail, notre travail, le travail des ouvriers, des employés, des cadres moyens, des cadres supérieurs, des intellectuels. C'est ça le monde de l'économie réelle. C'est notre monde à nous. Hein, c'est le monde que nous, on fait tourner. Et eux, leur monde, qui, avec des inventions de produits financiers hautement spéculatifs, qui ne sont basés sur rien de l'économie réelle, même plus les réserves d'or, eh bien, rien qu'un seul produit financier, les produits dérivés dont vous avez dû entendre parler avec la crise de 2008, représente à lui seul aujourd'hui 700 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 10 fois le produit intérieur brut mondial. Alors si j'ajoute à ça, mais je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas faire l'experte qui va vous plomber le moral, mais j'aurais pu ajouter les 85 000 milliards du shadow banking, d'autres produits financiers, et tout ça, on arrive à des trucs absolument invraisemblables. Si tout ça s'écroule, demain, ce qui va arriver, est-ce que vous pouvez vous imaginer la crise, ce qui va arriver de nos économies, de notre monde et de notre humanité? Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Alors, quelque chose qui revient très très souvent dans votre ouvrage aussi, c'est une volonté de lutter contre les réifications, c'est-à-dire ces concepts très figés qui structurent très souvent la science politique dans ce qu'elle a de plus académique en quelque sorte, de plus orthodoxe, et notamment le concept d'État. L'État qui apparaît très souvent comme, par opposition au marché, le garant de l'intérêt commun, du bien général. Et on voit ici que lorsqu'on s'intéresse aux modalités d'intervention très concrètes de l'État, notamment dans le secteur de l'économie, y compris dans les entreprises publiques, dites autonomes ou non, ça dépend évidemment des pays, on observe des choses assez étranges. Vous vous dites, les représentants de l'État font, lorsqu'ils siègent donc dans des conseils d'administration d'entreprises publiques, font en général les mêmes choix que les administrateurs indépendants, car l'État a besoin d'argent. En tant qu'actionnaire, il perçoit les rémunérations de ses représentants au conseil d'administration, tout en acceptant les suppressions d'emplois. Alors ça rappelle évidemment Belgacom et toute une série d'autres dossiers. Alors, est-ce que finalement, à travers ces exemples-là, ces interventions de l'État, on ne touche pas là à quelque chose de fondamental aussi dans votre travail, qui est précisément de montrer combien toute une série de barrières, État, marché, gauche-droite, jusqu'à un certain point, progressisme, conservatisme, sont des concepts en quelque sorte qui se sont imposés, c'est vrai, dans la science politique, dans ce qu'elle a de plus classique, de plus orthodoxe, mais qui n'ont pas réellement de prise lorsqu'on étudie précisément ce groupe social que vous qualifiez d'oligarchique et qui, lui, se joue très bien évidemment de toutes ces barrières et de toutes ces frontières conceptuelles.
Oui, ce que nous avons, je crois, apporté et que nous continuons de vouloir apporter à nos lecteurs, aux sciences sociales, c'est de rompre avec euh, cette réification des organisations, des entités, des institutions en agents de la vie sociale. Ce ne sont pas eux les agents de la vie sociale. Les agents de la vie sociale, c'est vous. Et c'est la grande bourgeoisie aussi, en particulier, mais enfin vous aussi. Et donc, il y a un retour dans notre travail sur la notion de classe sociale. Et là, il nous a paru, pour cette approche de la haute société, absolument nécessaire de bien remettre en fonction cette notion de classe sociale qui est ancienne et que nous avons repris en vieux ringard marxiste que nous sommes un peu, que nous avons repris à Marx, et qui est l'idée que la classe sociale a deux dimensions, une dimension objective, c'est-à-dire une position dans les rapports de production, ce qui veut dire qu'on est patron ou ouvrier, et une dimension subjective, c'est-à-dire qu'on a conscience d'appartenir à un groupe et qu'on ait conscience que votre identité, finalement, prend tout son sens dans l'appartenance à ce groupe. Donc la grande bourgeoisie pour les bourgeois et la classe ouvrière pour les ouvriers. Bon, il y a d'autres catégories, il faudrait affiner. Mais donc nous avons repris ces catégories parce qu'il nous a semblé que nous mettions le doigt sur quelque chose de très important, c'est-à-dire le fait que la vraie classe sociale, la seule classe sociale au sens marxiste du terme qui existe dans notre pays actuellement et dans les pays occidentaux développés, c'est la grande bourgeoisie. Pourquoi ? Parce que elle a les deux dimensions, la dimension objective, hein, la richesse, on reviendra sans doute sur la notion, certainement même, la richesse, et aussi la dimension subjective, qui est la dimension donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la conscience d'appartenir et d'être solidaire donc, par cette appartenance avec les membres de la classe. Et en même temps, on constate, en France c'est très sensible, il y a une dégradation très importante des syndicats, une diminution des adhérents, et il y a une diminution très, très, très révélatrice de cette perte de conscience de la solidarité entre les gens de la même condition, enfin, les ouvriers, et ce recul syndical est une manière de bien saisir, comprendre qu'on est en face d'une crise de la classe ouvrière comme classe. Alors, pourquoi je dis tout ça ? Parce que notre travail est un travail qui n'est pas du tout fondé, ne se fonde pas sur des institutions, enfin je veux dire, ne parle pas de l'État. Pour nous, l'État n'est qu'une manière très résumée et très condensée de parler de l'ensemble des fonctionnaires, des hommes politiques qui sont au pouvoir, etc. Tout ça, c'est l'État. Bon, les institutions, tout ça forme l'État. Et ce qui est important, ce n'est pas l'institution, mais les gens qui sont dans l'institution. Et donc, ce que nous avons pris comme ligne de recherche, c'est d'approfondir cette réalité de la classe grande bourgeoise. On peut lui donner d'autres mots, la nommer autrement, mais maintenant on parle assez volontiers d'oligarchie parce que il y a un mélange extrêmement divers
de positionnement dans la société. Il y a des gens qui sont dans les affaires, il y a des gens qui sont dans le droit, dans la justice, il y en a qui sont dans la défense nationale, etc., et qui sont au niveau élevé et qui forment un groupe soudé, le groupe des dirigeants de la France et pour les autres pays, évidemment. Nous pensons que c'est la même chose. Et donc, creuser cette réalité de classe. Je pourrais m'arrêter là, ou dire un peu quels sont les éléments de cette... Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Geoffrey? Nous sommes parce qu'il s'endormait un peu là. Ouais. Mais ce qu'on va faire, je vous propose, nous sommes des démocrates, donc on va faire une petite discussion entre nous, une réunion et nous allons en décider. Donc finalement, comme je sens les choses, Merci. Alors, pour préparer cette conférence, j'ai souhaité un peu actualiser le propos, évidemment, et revenir sur la situation belge, parce que c'est un élément de comparaison avec la France qui peut être aussi particulièrement intéressant, et qui montre combien ce concept d'oligarchie peut-être est en effet, aujourd'hui plus qu'avant, intéressant pour comprendre le fonctionnement du pouvoir, dans la mesure où on assiste, c'est vrai, à des reconversions, des trajectoires, la mise en évidence de réseaux d'affaires, de sociabilité et de pouvoir qui traversent les oppositions politiques, confessionnelles et autres oppositions traditionnelles. Et pour reprendre l'exemple des entreprises publiques, on s'étonne souvent que les entreprises publiques en Belgique, on entend très souvent dire qu'elles ont une dénonciation sur le fonctionnement et la gestion de ces entreprises publiques qui seraient gérées, enfin, le conditionnel n'est plus d'usage, qui sont gérées évidemment selon des logiques marchandes et comme des entreprises privées. Et précisément, je lisais le soir aujourd'hui avant de venir pour préparer la conférence, et le soir en ligne vient de consacrer donc un nouveau dossier sur le top 10 des rémunérations des dirigeants d'entreprises publiques en Belgique, sur le soir en ligne. Et numéro 1, donc, en tête, donc, la nouvelle administratrice déléguée de Belgacom. Je ne cite pas le nom volontairement parce que ce n'est pas la personne qui apporte, c'est la logique, hein, ce ne serait pas celle-là ou une autre, mais comprendre vraiment le mécanisme, qui a été nommée donc nouvelle administratrice déléguée donc, de Belgacom par le précédent gouvernement. Hein, donc, je parle bien du précédent gouvernement Di Rupo et non pas par l'actuel gouvernement Michel. Le soir précisait que cette dirigeante de Proximus, puisque Belgacom a choisi d'adopter le nom de Proximus, touchera donc un salaire fixe de 500 000 euros par an et un variable donc de 150 000 euros, sans compter certains autres avantages, point, pas de précision, donc ça fait 650 000 euros. Ce qui fait de cette dirigeante donc celle qui possède aujourd'hui le salaire le plus élevé dans une entreprise publique belge dont l'État reste le principal actionnaire. Et c'est intéressant de constater que cette dirigeante d'entreprise, qui est encore jeune, a déjà depuis quelques années un autre mandat comme administratrice indépendante dans une société qui n'a rien à voir avec Belgacom, c'est l'entreprise Lotus. Alors Lotus, bon, ça fait toujours rire parce qu'on pense que Lotus, c'est Corona Lotus, donc c'est notamment les spéculoos. Vous voyez, les spéculoos rouges. Alors ça fait toujours sourire, bien évidemment, mais c'est une entreprise qui compte vraiment sur la place financière bruxelloise. C'est un acteur très important, même à l'échelle européenne, dans le domaine alimentaire. Alors pourquoi y siège-t-elle? Tout simplement parce qu'elle a été, avant d'être à la tête de Belgacom, la directrice d'Unilever Benelux, donc la filiale de ce géant de l'agroalimentaire anglo-néerlandais. Et aujourd'hui, elle a conservé, tout en étant donc dirigeante de Belgacom, ce mandat chez Lotus Bakeries, ce qui ne pose aucun problème, évidemment, en termes de légalité. Mais c'est intéressant de constater que cette société, c'est une société familiale, c'est-à-dire que l'actionnariat est principalement contrôlé par une famille qui s'appelle la famille Bohn, dont la fortune est estimée par le journaliste Ludwig Verdeun, qui a été journaliste au Financial Economist Aid, à 264 millions d'euros, ce qui en fait la 40e fortune de notre pays. Et c'est un exemple doublement intéressant parce que la famille est aujourd'hui dirigée par les fils du fondateur, donc le fondateur Karel Bohn, qui a été dans les années 90 le patron des patrons belges. Donc il a été à la tête de la FEB
Et donc, à l'époque, il était chargé, forcément, donc, de négocier toute une série d'accords, d'évolutions dans le domaine de politique publique, politique du travail, on peut l'imaginer, avec le gouvernement et le Premier ministre de l'époque, qui était Jean-Luc Dehaene, qui est aujourd'hui, vous le savez, décédé. Et Jean-Luc Dehaene va être, après avoir été Premier ministre, il va être engagé en 2000 au conseil d'administration de Lotus Bakri, donc cette entreprise dirigée par l'ancien patron des patrons avec lequel il avait à négocier toute une série d'accords sur toute une série de problématiques. Je préciserai enfin que la famille Beaune a certains de ses représentants aussi au conseil d'administration d'Omega Pharma. C'est un géant de la pharmacie qui appartient à Mark Cook. Pour ceux qui suivent le foot, Mark Cook, c'est ce patron de club de foot qui vient de revendre son entreprise Omega Pharma en faisant une très grosse plus-value et dont la fortune est estimée à 588 millions d'euros, qui en fait la 18e fortune. Enfin, je préciserai que donc, la dirigeante de Belgacom fréquente aussi au conseil d'administration de cette entreprise alimentaire Herman van de Velde, qui est le patron d'un grand groupe de lingerie, qui en fait la 33e fortune de notre pays, 314 millions d'euros. Alors ça montre quoi ce CA? Les liens entre politique et monde des affaires, même si Jean-Luc Dehaene n'est plus là, évidemment, aujourd'hui. Ça montre les liens aussi entre des dirigeants francophones et néerlandophones. Puisque la famille Beaune est une famille néerlandophone. Ça montre aussi l'entre-soi, les logiques de cooptation dans les conseils d'administration des grandes entreprises belges privées, comme publiques dans une certaine mesure, où on peut retrouver plusieurs grandes fortunes dans le conseil d'administration d'une entreprise appartenant à une de ces fortunes, et éventuellement en retour, enfin vous avez compris, donc des logiques de cooptation et d'entre-soi, et ça montre aussi le caractère pour partie factice de l'opposition à ce niveau-là dans la gestion des entreprises entre pouvoir public et pouvoir privé, puisque la dirigeante d'une grande entreprise belge contrôlée encore aujourd'hui par l'État siège dans une entreprise privée flamande contrôlée par des fortunes privées. Alors, ce qui est très étrange, c'est que malgré cette logique, ces logiques de fonctionnement réseau, ces mécanismes de concentration, un très grand nombre de dirigeants des milieux d'affaires ne cessent de se plaindre. Ils se disent incompris, trop taxés. Il y a l'affaire LuxLeaks qui a été révélée par Le Soir et le travail admirable de ce consortium de journalistes d'investigation qui a eu le courage de pointer du doigt une série d'entreprises de familles belges ayant fait appel au Luxembourg pour toute une série de raisons évidentes, et non des moindres, la 7e fortune du pays, la 2e, là c'est Albert Frère, la première, donc les familles qui sont actionnaires d'AB InBev, là la fortune elle est estimée à 25 milliards d'euros pour les actionnaires d'AB InBev. Bref, incompris, trop taxé, et l'impression très souvent que la réussite n'est pas perçue à sa juste valeur, qu'il manque de soutien de l'État, là où l'État accorderait trop de filets de sécurité aux assistés. Alors, il y a quelques pages dans l'ouvrage qui sont aussi particulièrement intéressantes sur une émission, je voudrais que vous reveniez sur cette émission radio, où on entend des patrons français se plaindre de leur situation, de la grande précarité dans laquelle ils vivent, et vous interrogez là aussi, évidemment, le traitement médiatique de ce discours qui semble s'imposer dans toute une série de médias, là aussi que ces médias sont qualifiés de progressistes ou de conservateurs, donc on pourrait dire en gros, peut-être pas de Libé, mais du Monde jusqu'à Valeurs Actuelles peut-être. Oui, alors c'est vrai que c'est extraordinaire, parce que quand on lit là le journal qu'a apporté, comment tu l'appelles ton journal, Trends, Tendance, c'est les mêmes mots que le MEDEF français, le syndicat patronal français, utilise pour toujours se victimiser. C'est-à-dire qu'ils trouvent que c'est jamais assez, qu'on leur donne jamais assez, alors que Nicolas Sarkozy, le président des riches, a littéralement fait des cadeaux fiscaux et des cadeaux en pièces sonnantes et trébuchantes aux plus riches de façon considérable. Et on avait pensé qu'un président plus normal et surtout d'origine socialiste allait quand même amoindrir la générosité vis-à-vis des nantis. Eh bien, tel ne fut pas du tout le cas. Ce fut bien pire. Et les cadeaux aux patrons ont été et sont toujours énormes, en dizaines et dizaines de milliards d'euros, et surtout jamais sans contrôle et sans condition. Et ça, les Français ne le savent pas toujours, ne le comprennent pas toujours, tellement c'est énorme ce qui est donné aux entreprises. Quand on dit entreprise, je veux dire aux actionnaires. Ce qui fait que... alors, je ne sais plus où j'allais. Qu'est-ce que tu m'avais demandé?
Ah oui, l'émission. Alors donc, je réponds pas vraiment à sa question parce qu'au fond, j'ai une actualité qui est plus intéressante pour vous. Alors, non, la semaine prochaine, vous penserez nous, on pensera à vous, hein, parce que je sais que beaucoup de choses vont se passer en Belgique, mais en même temps, je vous demande de penser aux patrons français qui sont tellement dans la misère, qui sont tellement à plaindre, qui sont tellement dans une souffrance sociale, économique et fiscale si considérable que la semaine prochaine, eh bien, ils seront dans la rue. Ils vont manifester leur souffrance dans la rue. Et nous allons bien entendu être là, nous allons les accompagner dans cette souffrance, et ça risque d'être pas mal, quoi. Mais au-delà, on préfère l'humour, c'est bon, ça fait du bien, mais en réalité, c'est quand même extraordinaire. Et ça, c'est vraiment ce qu'on raconte dans La violence des riches, c'est-à-dire cette capacité que les membres de la classe dominante ont à la fois à se présenter comme des créateurs de richesse, des bienfaiteurs de l'humanité, des créateurs d'emplois à qui on doit tout, hein, mais à qui on ne donne jamais assez. C'est-à-dire qu'ils se servent de leur argent, du fait qu'ils sont les propriétaires des moyens de production uniquement parce qu'ils sont nés dans les beaux quartiers et qu'ils ont hérité de l'argent et qu'ils peuvent exploiter ceux qui n'ont que leur force de travail. Et donc, eux se servent aujourd'hui de ce rapport de force qui leur serait favorable comme une arme idéologique pour que les peuples acceptent de se serrer la ceinture, acceptent de travailler à n'importe quel prix et dans n'importe quelles conditions. Et je pense que si vous êtes venus ce soir nous écouter sur des travaux qui, c'est vrai, sont très franco-français, mais qui, on le voit dans la collaboration avec Geoffrey et avec d'autres chercheurs dans d'autres pays, nos analyses fonctionnent parfaitement, et il suffit qu'il y ait quelqu'un qui donne des noms belges, mais nous, on aurait pu avoir exactement le même discours que Geoffrey, avec des noms français, et ça n'aurait absolument rien changé, tellement les pelotes oligarchiques, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient belges, se ressemblent et sont toujours des pelotes oligarchiques. Alors, pour enchaîner sur ce que Monique disait, donner un exemple encore de la situation belge qui montre deux choses, une seule en réalité, combien cette classe aujourd'hui est pleinement mobilisée et combien, il faut le dire, l'actuel gouvernement fédéral semble véritablement répondre aux exigences du VOCA, donc le patronat flamand, et aussi à l'exigence d'un grand nombre de représentants du patronat wallon. Le magazine Trends Tendance organise, je pense, chaque année ce qu'ils appellent une université d'été, avec une série de patrons, d'économistes qui se réunissent pour penser, ici c'était quel modèle socio-économique pour l'après-élection. On est en juillet 2014, pour l'après-élection. Et voici notamment le compte-rendu de cette réunion, avec d'abord une intervention de Luc Bertrand. Luc Bertrand, évidemment, il n'est pas très connu du grand public, si ce n'est qu'il avait fait une sortie très très rude sur le gouvernement Di Rupo il y a de cela 1 an ou 2, je pense, considérant que ce gouvernement et le Parti socialiste étaient en train de mener le pays à la faillite et que la Belgique était sur la voie pour devenir un pays marxiste. C'était l'intervention du baron Luc Bertrand, qui a suscité pas mal de polémiques dans les médias et une contestation légitime et très vive du Parti socialiste à l'époque, puisqu'il était clairement visé. Et pourtant, en effet, on ne peut pas dire que le précédent gouvernement était particulièrement rude avec le patronat belge, loin s'en faut. Luc Bertrand, donc, qui est la 17e fortune de notre pays, 704 millions d'euros, estimation toujours de Ludwig Verdeun, a dit donc au cours de cette réunion: en Europe, nous avons des filets sociaux qui n'existent peut-être pas sur d'autres continents et que l'on veut maintenir à tout prix, mais nous devons, peut-être, sommes-nous sûrs de devoir aller aussi loin. Jusqu'où veut-on aller? Pour Luc Bertrand, précise le journaliste, la création de richesses et le retour à la croissance ne peuvent venir que des entrepreneurs. Or, ceux-ci sont brimés par l'État, estime-t-il. On ne peut pas continuer à taxer encore plus les entrepreneurs et à les démotiver. Nous devons être plus compétitifs, mieux organisés, et nous devons baisser nos coûts. Je suis convaincu que tout le monde, y compris dans le sud du pays, cliché, hein, bien sûr, l'agriculture, les Wallons qui connaissent tout cela, est prêt à travailler plus dur. Un avis partagé par Nicolas Saveris, 44e fortune du pays, 237 millions d'euros, toujours selon Ludwig Verdeun, qui est à la tête d'un groupe qui s'appelle Exmar, qui est un groupe anversois actif dans le domaine de la logistique portuaire, famille
proche de l'OpenVLD depuis de très nombreuses années, et qui dit, lui, ceci: « Je propose aux patrons wallons de se rebeller. En Flandre, nous osons dire aux politiques ce qui ne va pas. En Wallonie, les entrepreneurs ont peur que leur bourgmestre ne leur tape sur les doigts. Grèce, Nicolas Saveris. » Et enfin, le baron Luc Bertrand de conclure: « Je plaide pour la suppression de toute une série d'impôts, de taxes, mais également d'avantages, mais surtout je plaide pour la réduction du taux de l'impôt des sociétés à 10%. Pour rappel, l'impôt est à 33,99%. Il propose une réduction de 33,99 à 10%. Bon, tout en sachant évidemment que divers travaux ont montré que l'impôt des sociétés officielles, ce n'était pas l'impôt payé concrètement par ces holdings, puisque ces entreprises, ces grandes fortunes, fonctionnent selon des logiques de holding, de sociétés de participation, évidemment en cascade. Alors on est d'autant plus, d'autant plus étonné que quand on prend le cas précisément de cette société Exmar, qui appartient à la famille Saveris, en effet, ils ont probablement la possibilité, eux, de se faire entendre par des représentants du monde politique, puisque au conseil d'administration est présidé par un ancien sénateur MR, peu importe le nom, mais également qu'il siège au conseil d'administration Guy Verhofstadt, l'ancien Premier ministre, qui a toute une série d'autres mandats. Je vais en rester là. Alors voilà donc pour les revendications du patronat flamand et francophone, on y reviendra tout à l'heure, qui à l'évidence a été particulièrement mobilisé et pour lesquels l'actuel gouvernement, semble-t-il, est véritablement le gouvernement qu'ils attendaient depuis de très nombreuses années. Un des responsables de Febelfin, qui est donc l'organisation des banques, compagnies d'assurance et organismes de services financiers en Belgique, précisait d'ailleurs: pour nos dirigeants politiques, c'est le moment ou jamais. Là, on est le 4 septembre 2014. Ces dernières années, on a géré la boutique sans plus. Il parle évidemment du gouvernement Di Rupo. Le gouvernement devra franchir une nouvelle étape. D'autres pays européens sont déjà beaucoup plus en avance dans la remise en ordre de leurs finances publiques. Ils en récolteront les fruits à terme. La Belgique doit les imiter au cours des 5 prochaines années. Notre pays ne cultive pas une tradition de grands bouleversements. Nous procédons toujours étape par étape, mais aujourd'hui, nous ne pourrons pas nous contenter de petits pas. C'est donc un appel à un électrochoc. C'est clairement la grande différence entre l'actuel gouvernement et les précédents. C'est le fait qu'on y va à marche forcée, de façon beaucoup plus rapide. Je précise que ces propos, évidemment, étaient les propos d'un membre de la direction de Febelfin, qui est Thomas Van Rompuy, le fils de l'actuel président du Conseil européen. Enfin, je terminerai par une autre intervention, qui est une intervention de Rick Denolf, qui est le patron du groupe Rolarta, donc qui contrôle notamment Trends Tendance, Knack, le Vifle Express, Canal Z, VTM, etc., qui dit de l'actuel ministre des Finances, donc Johan van Overveld, qui est un représentant de la NVA, et qui est un partisan donc, de l'école de Chicago, un monétariste bien connu, qui a été justement éditorialiste chez Trends Tendance pendant 2 ou 3 ans, où il prônait la bonne parole libérale, et il est devenu ministre des Finances, après avoir été éditorialiste de Trends Tendance. Et pour Rick Denolf, évidemment, c'est l'homme de la situation. Il a toujours clairement dit ce qu'il pensait dans les colonnes du magazine qui lui appartient. Aujourd'hui, il a l'ambition de concrétiser ses idées. Voilà, donc on ne peut évidemment que rester stupéfait devant ces discours de victimisation du grand patronat belge, francophone comme néerlandophone, alors même qu'il semble bénéficier précisément de toute une série de capitaux et de toute une série de réseaux qui sont à leur disposition. Je crois que c'est le moment, Michel le souhaitait le faire, de préciser justement leur définition de la richesse et quelles sont les différentes formes qui permettent à cette classe dominante, en quelque sorte, de maintenir ses positions dominantes dans l'espace économique comme politique, parce que la richesse et la fortune, ce n'est pas tout à fait, évidemment, identique. Il y a d'autres choses. Oui. Alors, il y a les différentes formes de la richesse. C'est, au fond, pas toujours bien... enfin, c'est pas évident. C'est quelque chose qui demande à être fouillé pour qu'on s'en rende bien compte. Et ces différentes formes de la richesse, c'est le fait que la richesse matérielle n'est pas suffisante pour déterminer l'appartenance à la grande bourgeoisie, à cette classe dominante dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a d'autres dimensions de la richesse qui viennent conforter la position de la classe et conforter l'identité de ses membres. Ces autres formes de richesse sont très décisives parce qu'elles sont des éléments
qui permettent de maintenir la domination, le pouvoir de cette minorité sur l'ensemble de leurs ressortissants de la nation, des citoyens, disons. Alors, les autres formes, c'est en particulier le capital social. Le capital social, c'est pas, enfin, le capital social, désigne, c'est une notion qui est reprise de Bourdieu, bon, très très intéressante. Ça désigne le fait que dans tout milieu social, on a des relations, des amis, on a des parents, on a une famille. Des collègues de travail. On a toute une série de personnes avec lesquelles on est en contact. Et ce qui se passe avec la grande bourgeoisie, la haute bourgeoisie, c'est que lorsque vous avez une personne, on peut prendre on va rester sans donner de nom pour l'instant, lorsque vous êtes patron d'une entreprise importante, vous avez aussi des relations très diverses avec des gens de milieux professionnels très divers. Vous allez avoir des relations avec des financiers, par exemple, donc des gens de la banque, de la finance. Vous aurez des relations avec, par la famille. Vous avez un oncle qui a fait une carrière militaire et qui se retrouve général. Bon, eh bien, c'est un général. Il appartient à la famille. Il fait partie de ce capital social. Vous en avez qui sont à l'Institut de France, qui sont à l'Académie française et qui appartiennent aussi au même milieu. Pourquoi ? Parce que tous ont du patrimoine de toute façon. Et ils ont une activité professionnelle qui est très diversifiée, mais ce qui compte, c'est qu'ils soient dans ces activités professionnelles à un haut niveau. Et lorsque on se contente de, dilapider ou en tout cas gérer un peu n'importe comment la fortune qui vient de la famille, vous commencez à sortir du milieu. Ça ne va pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est maintenir la richesse matérielle, mais aussi les relations. Et vous avez aussi une autre dimension qui est une dimension culturelle qui est aussi très importante. Ce n'est pas par hasard que monsieur Arnaud Bernard, que je connais mieux sous le nom de LVMH. Enfin, il n'aime pas qu'on l'appelle la LVMH, mais Louis Vuitton Moet Hennessy, ça veut dire. Louis Vuitton, c'est des petits sacs, et Moet Hennessy, c'est du champagne et des alcools divers, d'ailleurs pas mauvais du tout. Donc, monsieur Bernard Arnault a fait... et dans la foulée de M. François Pinault, qui a fonctionné de la même façon, Pinault a fait un très beau musée à Venise, il y en a même deux. Bon, passons sur M. Pinault, mais Arnault était vraiment pas content. Il voulait faire mieux que Pinault et il a fait construire un très beau, un musée très remarquable par son architecture, en tout cas très exceptionnel, dans le bois de Boulogne à Paris. Et c'est pas un hasard s'il fait ça. Il pourrait faire autre chose. Il pourrait, je sais pas moi, acheter une île quelque part. Et bon, enfin, là, il fait de la culture. Et il est dans la culture et il fait un musée. Il crée un musée. Ce qui est important, c'est qu'il se donne une dimension de respectabilité par la manière dont il dépense l'argent de son groupe. C'est une manière qui est une manière de valoriser sa position. Donc, vous avez toutes ces formes de capitaux. Il y en a de richesse matérielle, richesse économique, richesse sociale, les relations. Ils ont des carnets d'adresses fabuleux qui rassemblent toute une partie des
les gens qui comptent, qui ont du pouvoir dans le pays, et richesse culturelle qui fait que finalement, ce sont eux. Il faut prendre en compte ce genre de choses. Ce sont eux qui sont les clients des salles de vente aux enchères où l'on vend les plus beaux tableaux qui passent dans le marché. Vous avez des œuvres d'art extraordinaires. Et, je me souviens d'être allé c'était avenue... oui, bon, c'était à Paris. Et c'était dans un grand palace. Et dans ce grand palace, on a vu vendre un tableau de Canaletto. Hein, ça dit quelque chose à sans doute la plupart d'entre vous. Canaletto, c'est un peintre qui a en particulier peint de très belles vues de Venise. Et ce Canaletto a été adjugé pour 60 millions d'euros. Et on ne sait pas qui l'achète, c'est secret, mais en même temps, vous avez à cette occasion, et puis on pourrait multiplier les exemples, mais à cette occasion, vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont dans la salle, évidemment. Nous, on y était, on s'est dit surtout, ne faisons pas un signe qui serait mal interprété par le... Bon, parce que, bon... je crois que toutes nos économies y seraient passées. Et puis, je ne sais pas, on l'aurait mis parce qu'il était grand quand même, ce tableau. Donc, il y avait... vous avez des situations assez fréquentes où vous pouvez voir comme ça la grande bourgeoisie dans son existence, dans sa... vous avez une classe sociale devant vous. Et dans cette salle de vente aux enchères, vous aviez des gens très, très bien mis qui parlaient français, allemand, anglais, entre eux, parce que c'est très international, tout ça. Ils étaient très élégants, ils se reconnaissaient. Ah, bon, voilà, vous aussi vous faites ça, mais eux ils le font avec leurs copains, et leurs copains, c'est des copains de leur niveau social, c'est des copains qui ont beaucoup d'importance dans la société. Vous, si vous êtes dans la rue et que vous croisez un ministre, vous ne faites pas ah Paul, ah André, et vous lui faites pas la bise. Peut-être que certains d'entre vous, mais c'est quand même très rare. Et là, on voit cette famille, cette grande famille qui est réunie et qui, dans un acte un peu magique d'accaparement de quelque chose qui mériterait d'être dans un grand musée, cet accaparement dans la classe de ce beau tableau, de cette œuvre remarquable, vient couronner d'une façon symbolique l'exceptionnalité de cette classe. Et je crois que bon, je peux m'arrêter là. Vous avez ainsi quelque chose qui est antinomique avec les classes populaires d'aujourd'hui, qui sont dans un processus de parcellisation, d'individualisation. On essaiera de s'en tirer, mais tout seul. C'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure des syndicats, je ne reviens pas dessus, ils sont en difficulté, les partis politiques de gauche aussi, qui sont en difficulté. Donc, vous avez une classe qui est aujourd'hui triomphante, et ce triomphe risque de se tourner en catastrophe, comme Monique l'a dit tout à l'heure, et qui, je terminerai là-dessus, et se sent assez forte pour ne plus respecter les lois les plus élémentaires des affaires et, par exemple, travailler sans vergogne, enfin, à l'accroissement de leurs bénéfices, de leur richesse matérielle, en trichant sur l'imposition, sur les impôts qu'ils devraient payer. Nous étions il n'y a pas longtemps en Suisse, et là vous avez vraiment
les banques et celles dont on a parlé dans la presse, des grands scandales de Madame Bettencourt et d'autres, eh bien, pourquoi est-ce que ça sort maintenant? C'est parce qu'ils vont trop loin. Et pourquoi est-ce qu'ils vont trop loin? Ils vont trop loin parce qu'ils sont triomphants. Et ils se sentent tellement en haut, tellement forts, qu'ils en perdent un peu le sens de la prudence. Et je crois que c'est par là que notre travail peut être très important. C'est en montrant que cette classe n'a, comme dans un petit livre, nous l'avons nommé « L'argent sans foi ni loi », c'est exactement cela. C'est de l'argent pour l'argent, sans foi, c'est pas pour un projet, ni loi, on fait n'importe quoi, du moment que ça rapporte. Mais en ce moment, ça va trop loin, ça sort. Il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de ça, qui savent que la finance internationale est profondément malade à cause de cela. Et je pense que nous, par nos publications et par ce que nous faisons par ailleurs, nous tirons le signal d'alarme. Et c'est quelque chose qui, je crois, à terme, peut aboutir sur un réveil des classes populaires qui, pendant ce temps-là, rament comme elles peuvent. Alors pour parler justement pour enchaîner sur le signal d'alarme et les heures sombres qui s'annoncent, probablement on peut le craindre en France, sauf résistance ou montée d'alternatives réelles à gauche. Je voudrais poser une toute dernière question à Monique avant de débattre avec le public. Avec un passage de l'ouvrage qui est intéressant. Voilà ce que dit ce passage. La condamnation sans appel sur le thème des tous pourris chers au Front National est une posture démagogique qui donne en pâture des individus sans dévoiler les rapports de classe et les mécanismes du libéralisme. Or, la dérive et l'impunité des puissants tient tout de même pour l'essentiel au système socio-économique. Alors, il me semble que l'escroquerie intellectuelle et politique à laquelle on assiste aujourd'hui en France, c'est évidemment tout le travail communication, travail de proprement cosmétique opéré par Marine Le Pen pour présenter le FN et donc aussi sa famille à elle, au sens très propre et très classique du terme, comme des défenseurs ou les prochains défenseurs des classes populaires face aux élites qui les ont trahis. Et il y a toute une série pourtant d'exemples dans l'ouvrage qui montrent combien le Front National et l'extrême droite, évidemment, sont aussi liés au milieu d'affaires et pour partie à l'oligarchie en France. Je pense notamment au dossier du QG et des quartiers parisiens. Et je voudrais entendre Monique là-dessus, parce qu'il y a quand même des choses qui n'ont pas été pointées du doigt, me semble-t-il, dans les médias français à l'époque, mais qui disent quand même, qui en disent long sur le positionnement des partis politiques en période électorale et sur la position réelle du FN, son rapport réel aux classes populaires. Ben oui, alors le FN, pour moi, c'est vraiment l'imposture du siècle. C'est-à-dire que vous avez là une dynastie familiale qui tient un parti sur 3 générations et qui se veut le porte-parole du monde ouvrier, du monde des laissés pour compte. C'est une famille des beaux quartiers, c'est une famille qui comporte beaucoup de membres de la noblesse d'Ancien Régime. Je dis c'est une famille, c'est un parti. Le lapsus est vraiment intéressant, tellement entre le parti FN et la famille de Jean-Marie Le Pen, on ne sait plus très bien à quelle génération on en est, puisqu'aujourd'hui, la petite fille de Jean-Marie Le Pen veut prendre la place du vice-président du Front National, Florent Philippot, si je n'écorche pas son nom. C'est assez étonnant. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple concret? Jérôme Cahuzac, ministre du budget socialiste, qui a dû partir parce que lui-même était un fraudeur fiscal, alors que sa mission était de poursuivre les fraudeurs. Son compte offshore, c'était un très proche de Marine Le Pen, un avocat fiscaliste très proche de Marine Le Pen, qui le lui avait monté. Voilà, donc le Front National, sous couvert de lutter contre les élites,
fait partie intégrante des élites françaises et de l'oligarchie, de la classe dominante dont nous parlons. Alors, par exemple, Geoffrey, il adore le petit encadré qu'on a fait sur les QG de campagne, parce que c'est vrai que c'est tellement révélateur de la coupure de la classe politique avec les classes moyennes et les classes populaires, que tous les candidats à la présidentielle de 2012 ont leur QG de campagne dans les beaux quartiers parisiens, y compris Marine Le Pen. Et seul Jean-Luc Mélenchon a installé son QG de campagne dans une ancienne usine à la porte des Lilas. D'ailleurs, sur la commune, une commune en Seine-Saint-Denis. Et c'est vrai que c'est amusant. La sociologie, quelquefois, peut être très bavarde avec des choses qui paraissent anecdotiques, comme ces QG de campagne, mais en réalité, ça montre bien la coupure des politiques qui, avec le système du cumul des mandats, qui, avec le système de la délégation professionnelle de la politique, nous, ils sont tous des professionnels de la politique, la classe politique est une classe de favorisés, une classe de privilégiés, une classe qui finalement va faire passer des lois, va penser des lois, les faire passer et les faire appliquer au service des dominants. Et ça, je sais pas comment dire, c'est la manipulation incroyable des dominants que d'arriver avec ce système à transformer leurs intérêts particuliers en intérêt général, puisque leur droit devient le droit, leur loi devient la loi, leur crise devient la crise. Et ainsi, la première chose certainement qu'il faudrait faire, c'est casser le cumul des mandats, interdire la carrière en politique, faire comme vous en Belgique, le vote obligatoire avec simultanément la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés, parce que si ça ne nous convient pas, au moins qu'on puisse s'exprimer comme ça. Parce qu'aujourd'hui en France, c'est plus du tout une démocratie, hein. Ou bien, quelquefois, quand on se dispute, moi je dis que c'est une dictature qui ne dit pas son nom, mais c'est exactement une dictature. Michel, il dit que c'est une démocratie censitaire pour dire qu'il faut être riche pour pouvoir aujourd'hui faire de la politique. Je termine juste sur un chiffre qui est vraiment très éclairant. Aujourd'hui, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, vous n'avez pas 1% des députés qui soient d'origine ouvrière ou employés, alors que les employés et les ouvriers représentent en France 52% de la population active. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte du décrochage de la représentativité politique de notre France? La diversité sociale n'est absolument pas représentée. Et donc, il faut, si nous, on était par exemple élus, enfin, je sais qu'il faudrait changer la Constitution parce qu'on n'a pas le droit d'élire un couple à la présidence de la République. Et comme ça, d'ailleurs, j'ai eu cette idée parce que je me suis dit ça réglerait le problème du statut de la première dame. Et ben, ça serait ça qu'on commencerait à faire, Michel et moi. On changerait la classe politique par les 5 mesures que j'ai données qui sont toutes liées. Non au cumul des mandats, la carrière en politique, on crée un statut de l'élu, j'ai oublié de le dire, le vote obligatoire et la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés. Et ensuite, tranquillement, alors à ce moment-là, la classe politique étant changée, on passe aux nationalisations et on redonne le pouvoir de l'économie réelle aux ouvriers, aux employés, aux chercheurs, à tous les travailleurs de nos pays. Je ne sais pas si j'ai répondu encore à ta question. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. En attendant votre accession à la présidence, je propose de façon plus raisonnable qu'on commence par donner la parole au public qui doit être impatient de vous poser de très nombreuses questions, monsieur. Tout va très bien pour les riches, dit Warren Buffett. Nous n'avons jamais été aussi prospères. C'est une guerre des classes. Et c'est ma classe qui est en train de gagner. Il écrivait ça, il disait ça en 2012. Moi, je voudrais savoir, avez-vous, pour ceux qui ne font pas partie de cette classe, un message d'espoir à faire passer? Ou pouvez-vous simplement, pouvez-vous dire qu'il a désespérément raison?
Est-ce que vous contentez de constater ou est-ce qu'il y a vraiment des solutions que vous pouvez proposer? Est-ce que vous les réservez à la fin du bouquin qu'il faut vite aller acheter ou dans un suivant? Voilà ma question. C'est trop. Merci. Alors, eh bien, les solutions, on ne les a pas comme ça miraculeusement, mais il y a déjà. Déjà, on est d'accord avec Warren Buffett. On est d'accord avec Warren Buffett. Donc c'est trop tard. C'est pas, oui, il serait temps d'y penser. Alors, on est tellement d'accord que la phrase est citée dans un de nos livres, que vous avez lu, est citée dans un de nos livres, en exergue même, il me semble. Ah oui. Alors, la situation est très, très grave parce que ce que la classe dominante, la haute bourgeoisie, en plus de ce que l'on a dit tout à l'heure, a pour son pouvoir, c'est la mondialisation. C'est-à-dire ce qui est en train de se passer, c'est que cette classe devient très profondément internationale. Il y a dans ce milieu, il y a déjà une multitude de relations qui dépassent celles du pays. Alors qu'en milieu populaire, en gros, on est entre soi, entre Français, entre Belges, bon, mais c'est très rare qu'on soit en relation avec, sinon c'est un immigré, et bon, c'est pas non plus... alors, c'est pas, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a du pouvoir, alors que, par exemple, ils sont passés par les grandes écoles de Suisse ou de France, les grandes écoles près de Lausanne, il y a le Rosé, et une autre près pas loin de Rouen, où les enfants, il y a des enfants de cette classe-là, internationale, qui sont ensemble. Je dis ça parce que c'est aussi une forme d'existence du groupe, et c'est important parce que leurs relations, les unions matrimoniales, les amitiés sont à l'échelle internationale. Et dans les affaires, ils se connaissent et ils se retrouvent. Et par exemple, au Rosé, et l'autre école française, l'école des Roches, publie des annuaires des anciens élèves qui sont soigneusement conservés par les anciens élèves à qui c'est envoyé, et qui gardent comme cela les adresses mises à jour de leurs compagnons américains, australiens, de tous les pays du monde, qui étaient avec eux dans la classe. Ce qui fait que les dimensions de tout à l'heure du capital social, en particulier, cette dimension, elle est à l'échelle du monde maintenant. Le capital social qu'ils ont est à l'échelle du monde. Tout ça fait, enfin je dis ça, c'est pas pour remonter le moral, parce que c'est encore pire quoi, qu'on ne peut le penser. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est toujours la question qu'on nous pose, parce que nous, on vient de façon modeste mais déterminée, ça vous l'avez compris, vous transmettre notre savoir qu'on a acquis dans les beaux quartiers, tous les deux, main dans la main, aux 30 ans de recherche, d'analyse, d'enquête, 20 bouquins, enfin vraiment on a bossé, et on vient vous transmettre ça. Eh bien, ça vous suffit pas. Il faut encore qu'en plus, on vous dise quoi, et vous avez le culot de nous dire, alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors nous, on dit, ils nous prennent pour Dieu sur terre. Non, on n'est pas du tout à cette hauteur-là. Donc nous, on vous le dit tout de suite, c'est à vous de faire le boulot. On le fera ensemble. Nous, la seule chose qu'on peut vous dire dans Que faire, d'une part, faire comme les riches, soyez solidaires, suivez leur exemple, hein, voilà. Déjà ça. Ensuite, on dit ce qu'on appelle la vigilance oligarchique.
Nous, on fait notre travail de vigilance oligarchique comme sociologue en travaillant sur cette classe. Et vous, chacun, dans vos histoires, en Belgique, en France ou ailleurs, vous travaillez sur Internet, vous vous renseignez sur telle entreprise, et puis vous parlez avec vos amis. Voilà, vous essayez toujours d'être bien au courant de ce qui se passe sur la planète finance. Vous achetez chaque semaine le journal de Geoffrey, puis vous essayez de lire, de comprendre, de bien savoir ces palmarès de grande fortune. Voilà, c'est pas nous qui allons vous donner la recette miracle. Nous, on vous transmet tout ce qu'on a appris, et puis c'est tout. Voilà, on peut pas vous dire plus. Alors, non, ça c'est mon micro. Alors, non. Juste une question. Vous avez commencé en parlant du fait que beaucoup de gens ignorent et qu'il y a une espèce de volonté d'ignorer. Et est-ce que, quelque part, c'est une forme de consentement tacite à la situation? Est-ce que ce consentement, il n'est pas lié à une forme de mythologie, celle de l'ascenseur social, celle du passage, du possible passage à l'étage supérieur, alors que probablement, je pense que vous avez sûrement des statistiques là-dessus, on passe très difficilement à l'échelon au-dessus. Est-ce qu'il y a un plafond de verre quelque part? Est-ce que vous ne pensez pas que cette mythologie, c'est pas ça auquel il faut s'attaquer d'abord? Oui, nous sommes tout à fait d'accord sur cette idée qu'il y a de plus en plus une remise de soi, une sorte d'abandon de la lutte sociale. Alors, bon, c'est pas le moment de dire ça en Belgique. Bon, ça, on ne sait même pas si nous, on va pouvoir rentrer chez nous. Si vous avez des tuyaux. Mais donc, ceci dit, bon, il y a une lutte, mais il n'y a plus ces grands mouvements sociaux des années 60 qui quand même ont changé un certain nombre de choses. Il n'y a plus... Bon, alors, pourquoi? Sans doute parce que, comme vous disiez, il y a une sorte au fond, de résignation devant le pouvoir pesant que chacun ressent et dont on ne peut que se moquer à la limite dans le Canard enchaîné. Bon, mais ça change pas les choses. Ça. Par contre, il est vrai qu'il faut en rire pour ne pas subir tout le temps. Hein. Ça libère, ça fait du bien, et ça donne de la force. Il y a aussi la connaissance, c'est-à-dire que plus les citoyens sauront ce qui se passe vraiment dans les chaînes financières, etc., plus il y aura de connaissances, plus on peut... Ce n'est pas en ignorant, en fermant les yeux, au contraire, c'est la résignation qui viendra. Mais c'est la connaissance qui permettra de faire éclater cette bulle de mépris, etc., d'exploitation. Et vous avez parlé de l'ascenseur social. C'est vrai qu'en ce moment, il y a eu des périodes après-guerre où il y avait des possibilités de faire une belle carrière dans l'entreprise. Par exemple, vous aviez dans des sociétés comme EDF des écoles de formation ouvrière, on disait, mais qui formaient les cadres d'EDF, des gens qui n'avaient pas beaucoup de diplômes et qui étaient formés après quelques années de travail sur les chantiers, qui étaient formés et qui devenaient cadres d'entreprise. Il y avait une formation, il y avait un ascenseur social. Lorsque il y a un miracle, parce que c'est un miracle scolaire qui fait qu'un fils de forgeron se retrouve à l'ENA, il n'y en a pas beaucoup, mais se retrouve au moins à l'université,
c'était un ascenseur social, et maintenant cela même diminue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate que dans les grandes écoles, les recrutements sont beaucoup plus haute classe encore qu'autrefois. Autrement dit, vous avez une situation de blocage qui ne pourra pas durer éternellement. Qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, il faut que... Je suppose, vous êtes là parce que vous êtes conscient, et que avec cette conscience, il faut bien entendu essayer de s'engager et de travailler comme les gens qui nous ont invités ici le font courageusement, en prenant du temps, bien sûr, mais c'est... Le militantisme aujourd'hui est plus urgent que jamais, quoi, finalement. Voilà, une petite question simple, parce que le monde n'est évidemment pas simple, il ne se répartit pas uniquement entre une petite classe bourgeoise et une grande masse d'ignorants ou de gueux comme nous. C'est une vision, je trouve, un peu simpliste, on est tous le bourgeois de quelqu'un. Alors, où est-ce que vous mettez la limite? À partir de quand, selon vous, on est dans le cercle des grands méchants prédateurs? Comment avoir des indicateurs pour nous les gueux, pour savoir à qui il faut faire des croche-pieds? Alors, peut-être qu'on n'a pas été suffisamment clair, mais entre nous trois, entre tous les chiffres de milliards de fortunes ou de millions de fortunes qu'a indiqué Geoffrey, de Michel qui a parlé pour vous montrer que ce n'était pas seulement de la richesse économique, mais de la richesse culturelle. Il a donné des exemples de vente aux enchères où on voyait bien qu'on était dans un autre monde que celui des 95% des populations au moins européennes. Il a donné des exemples de capital social. Et enfin, nous trois, on a montré chacun à notre manière la richesse symbolique et la violence symbolique qui se dégage de gens qui cumulent toutes les formes de richesse et tous les pouvoirs et qui, pour cela... excusez-moi, en impose aux autres qui, face à la violence de la charge d'aujourd'hui, ou comme vous l'avez dit avec cette fameuse citation de Warren Buffett, on n'est même plus dans une situation de lutte de classe, on est passé dans une situation beaucoup plus violente et où on peut parler de véritable guerre de classe, avec des armes financières, on l'a vu, des armes idéologiques, des armes économiques, des armes politiques, des armes symboliques, des armes de toutes sortes qui ne sont pas des boulets de canon, mais qui sont beaucoup plus insidieuses et violentes, puisqu'on arrive même à trafiquer nos cerveaux. Cette classe-là est absolument minoritaire. Elle a fait sécession d'avec le reste de la société. Nous sommes dans une guerre face à une classe prédatrice et c'est un fossé qui sépare les 1% ou les 0,1% des plus riches de la Terre, puisqu'aujourd'hui, aussi bien les ONG que les études des grandes banques suisses sont toutes convergentes pour dire qu'il n'y a pas une centaine de personnes sur cette terre il y a au moins 100 personnes sur cette terre, je me suis mal exprimée, qui sont aussi riches que 3 milliards 500 000 millions d'humains. C'est-à-dire que 85 personnes exactement ont autant de richesses monétaires au sens du néolibéralisme, bien entendu, que la moitié de l'humanité. Voilà la réalité de la situation dans laquelle on est. Alors, elle peut paraître simpliste et caricaturale. Je le regrette beaucoup, mais nous sommes dans cette situation. Et même si c'est trop violent, même si c'est quelque chose qui fait peur, qui nous sidère et qui nous paralyse, c'est en tout cas le message que nous voulons vous faire passer ce soir. Il y a un fossé qui s'est creusé, les plus riches ont fait sécession dans une stratégie prédatrice kleptocratique, destructrice non seulement de vie humaine aujourd'hui, mais de la planète demain. Et donc, il y a le feu.
Et voilà, nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte au sens habituel du terme, mais des alerteurs de conscience, puisque nous avons eu la possibilité de faire ce travail que nous vous transmettons, que nous vous communiquons aujourd'hui avec nos difficultés, nos approximations. Et voilà, et nous nous excusons si quelquefois nous ne sommes pas suffisamment clairs. Bonsoir. Dans votre bouquin, vous parlez de la criminalisation de l'action sociale, qui est une façon de réagir face à cette bourgeoisie. Cette criminalisation peut-elle aboutir à une forme de dictature qui ne dit pas son nom, en fait? Il y a des éléments qui montrent un certain durcissement très sporadique, enfin, mais bon, le jeune qui a été tué là pour l'histoire du barrage dans le Midi, c'est quand même quelque chose d'assez intolérable. Nous avons fait d'autres chose que d'aller voir chez la grande bourgeoisie. Et chez les travailleurs des Ardennes, par exemple, françaises, il y a eu des mouvements contre la fermeture de certaines entreprises de la vallée de la Meuse. Et certains ont été condamnés par les tribunaux pour avoir débordé un peu les limites habituelles, mais il n'y avait rien de bien tragique, mais qui se sont retrouvés en grande difficulté parce qu'ils avaient de la prison avec sursis plus une forte amende. Et évidemment, ce sont des formes qui, si elles se développent, peuvent conduire à un régime beaucoup plus dur, mais avec le danger que cela réveille beaucoup de conscience et que ça ait un effet inverse à celui souhaité par le pouvoir. Oui, sur cette question de la criminalisation, je voulais un peu parler aussi de la question des médias. Je vais préparer donc une série de unes annonçant la grande mobilisation du 6 novembre dernier, et puis les commentaires dans la presse au lendemain de cette fameuse mobilisation. Alors je reprends des exemples d'éditorialistes de la plupart des médias francophones, précisant pour l'essentiel que le combat syndical, on peut le comprendre, mais que nous serons contraints de travailler plus longtemps, que c'est ainsi, puisque nous travaillons, puisque nous vivons plus vieux, nous devrons forcément travailler plus longtemps, que les réformes utiles comme la réforme des pensions, la baisse du coût du travail ou l'assainissement budgétaire, ne seront possibles qu'à 3 conditions. Donc on sent qu'il y a d'abord un discours médiatique qui tente à justifier ou à préparer l'opinion depuis de très nombreux mois. Quand je dis à préparer, ça ne signifie pas évidemment que c'est conscient et orchestré. Je pense que les responsables de grands médias, des éditorialistes, pour toute une série de raisons, sont sociologiquement disposés à être en accord avec ces politiques de rigueur. Parfois, ils se disputent sur le rythme et l'ampleur. Est-ce qu'il faut aller très vite? Est-ce qu'il faut un électrochoc? Ou est-ce qu'il faut y aller pas à pas? Est-ce qu'il faut le faire avec la concertation ou sans passer par les syndicats? On voit que c'est ça les questions, l'enjeu aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas vraiment un débat au niveau des dominants sur la politique à mener en Belgique, mais sur le rythme et la façon dont on va imposer cette politique avec ou non le consentement des syndicats et à quel rythme en quelque sorte. C'est très intéressant de constater qu'on a eu toute une série de unes qui, par exemple, la une d'un quotidien le 5 novembre, donc le jour avant la manifestation, chaos social ce jeudi, le vrai salaire des grévistes. SNCB, texte, type, police, enseignants. Alors je dois évidemment préciser par honnêteté que le dossier n'est pas trop mal fait, loin s'en faut. Il est beaucoup plus complexe que ne les entendre cette une, mais cette une les entend qu'il y a un vrai salaire, donc que les grévistes mentent, ou en tout cas que peut-être la manifestation n'est pas aussi légitime qu'on pourrait l'imaginer. Voici nos hautes une, on est le 6 novembre, donc le jour de la manifestation. Pourquoi ils descendent dans la rue? C'est
déjà une façon beaucoup plus neutre, me semble-t-il, de poser les choses. Et puis vous avez le lendemain de la manifestation. Qui sont ces dockers qui ont semé le chaos? Inadmissible, la manifestation a viré à la guérilla urbaine. Terrifiant, bon. Plus posé, puisque c'est une autre ligne rédactionnelle, le dialogue en réponse à la colère. Donc le gouvernement, lui, veut dialoguer, mais les manifestants sont en colère. Donc raison contre passion, c'est un grand classique du traitement médiatique de ces mobilisations. Et pour reprendre ces deux unes, inadmissible et terrifiant, qu'on se comprenne bien, je ne suis pas ici en train de justifier ou de ne pas justifier ou de donner un sens particulier à ces expressions de la résistance ou de la radicalité ouvrière, ou de justifier de quelconque façon la violence, simplement de constater le deux poids deux mesures, c'est-à-dire malgré les positions défendues par certains journalistes qui ont critiqué les mesures qui s'annoncent avec l'actuel gouvernement, je n'ai pas vu d'eux annonçant terrifiant, inadmissible. Bon voilà. Alors, pourtant, on pourrait estimer en effet que les mesures qui s'annoncent peuvent être considérées par certains, pourquoi pas, comme indispensables, mais par d'autres inadmissibles. Donc ça pose aussi une vraie question pour le mouvement social qui est aujourd'hui l'abandon, me semble-t-il, par la plupart des médias dominants, aussi des classes populaires, et qui repose la question des relais médiatiques, notamment des mouvements sociaux et syndicaux, puisque la Wallonie, le Peuple, le Journal de Charleroi, tout ça n'est plus. Et ça, c'est aussi un manque qui est aujourd'hui, dans le contexte de crise, quand même très difficile, me semble-t-il, à combler. Voilà. Même si tous les médias ne sont pas dans une logique de criminalisation au sens classique, il y a encore des nuances, mais on ne voit pas en tout cas de médias capables de relayer les positions du mouvement social et les positions des syndicats avec autant de fermeté que ça a pu être fait dans les années 60, 70 ou encore 80. J'aurais bien souhaité répondre à monsieur sur comment reconnaître les riches. Je pense que c'est une mauvaise question, qu'en réalité les riches suivent une logique systémique. Ils jouent à un genre de jeu de Monopoly et le but pour nous, ce serait plutôt de changer les règles du jeu. Et donc, je voulais dire aux personnes qui se posaient la question que faire. Je pense qu'à partir du moment où on a une certaine conscience politique, il faut la partager, parce que ce n'est pas le fait d'être oppressé qui fait qu'on va être révolutionnaire. Sinon, ça fait longtemps que l'Afrique se serait mise debout. Et donc, voilà, il faut vraiment partager ses connaissances politiques avec sa classe et à ce moment-là, aller manifester dans la rue. Je voudrais savoir comment vous envisagez le devenir de la forme État à partir du moment où, c'est assez clair que maintenant, autant les médias dominants que l'appareil d'État, de manière assez majoritaire, sont au service de la classe dominante. On est dans un cadre de guerre. Comment est-ce que c'est possible que l'État puisse être réapproprié par les citoyens? Est-ce que vous croyez que qu'il faut engager la guerre sur ce plan-là, plutôt que, par exemple, déserter un certain nombre d'institutions réifiées, par exemple? Je crois que j'ai déjà dit que si Michel et moi, on arrivait à la présidence de la République, la première chose qu'on ferait, c'est précisément de transformer la classe politique. Donc quand on dit ça, c'est transformer ce qu'on appelle l'État, avec une classe politique qui serait représentative des différentes forces qui traversent la société française. Et donc, certainement pas de déserter. Il faut que des sociétés soient régies par des lois. S'il n'y a pas de loi, c'est la loi du plus fort qui l'emportera tout le temps. Donc, c'est certainement, nous, on se bat contre l'abstention, pour le vote obligatoire, la reconnaissance du vote blanc. Et c'est très important parce que, contrairement à ce que vous avez dit, l'État est au service des dominants. Non, les dominants sont au cœur de l'État. Et aujourd'hui, si vous voulez, si on parle de criminalisation de la contestation sociale, par contre, l'État favorise la dépénalisation des affaires de la classe des riches. Les très grands fraudeurs fiscaux ne vont
presque jamais, mais on peut dire jamais, parce que ça sera 1 sur je ne sais pas combien, en prison. Il n'y a pas de délit pénal de la fraude fiscale. On reçoit ces messieurs en costume cravate à Bercy, dans des cellules de dégrisement, des cellules de rectification, des cellules de régularisation. Et entre gens du même monde, on discute du montant de la fraude. Alors, dans les journaux français, on nous donne les pénalités qu'ont payées les plus riches, mais on ne nous dit jamais à partir de quel montant. Vous voyez, on ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils ont fraudé. On nous dit le montant de la pénalité. Alors nous, on est un peu malin avec Michel, on arrive à avoir les montants, et je peux vous assurer que ce qu'ils payent alors qu'ils sont pris en défaut n'est rien du tout, et que c'est bien en dessous de ce qu'ils devraient payer s'ils avaient déclaré tout simplement leurs impôts. Donc il ne faut surtout pas déserter et penser qu'il faut fuir les responsabilités publiques. Bien au contraire, il faut qu'on les assume. Mais avec des vrais moyens, avec une classe politique profondément révolutionnée. C'est ce que j'appelle une réformette, des réformettes à potentialité révolutionnaire. Voilà. On peut constater une gauche européenne faible idéologiquement qui a perdu cette fameuse guerre des idées, et revenir sur le débat du rapport de production capitaliste me semble une des solutions qui pourrait être mise à l'ordre du jour, réexpliquer aux travailleurs. Et donc, par ce biais, est-ce que vous pensez qu'on pourrait remettre la lutte des classes au goût du jour via l'explication du rapport de production capitaliste? Et deuxième petite question, comme vous êtes français, j'aimerais bien avoir un petit peu votre analyse sur le Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, l'écosocialisme. Voilà. Il y a la réponse dans votre question, on a envie de dire oui. À un détail près, c'est que le diagnostic, je pense que pour ma part, et peut-être Michel et Monique, on ne poserait pas dans les mêmes termes. Je ne pense pas, même si c'est un discours qu'on entend très souvent, que la gauche de gouvernement, puisque c'est de celle-là, si je me trompe, dont vous parlez, la social-démocratie européenne, qu'elle soit sans boussole idéologique, perdue, qu'elle ait été conquise par le libéralisme. Non, elle l'a accompagnée, sinon initiée. Je pense que c'est une illusion de croire qu'il y a des forces néolibérales conservatrices à droite, pour parler dans des termes très classiques, qui seraient à l'initiative, et puis d'autres qui seraient victimes, sans boussole et qui, n'ayant pas de projet, auraient accompagné le libéralisme. Je pense que c'est leur projet collectif, et qu'à un certain niveau, cette opposition entre le libéralisme social des uns et le social-libéralisme des autres, c'est une opposition qui est réelle, mais qui est particulièrement restreinte. Enfin, je veux dire que les différences sont très restreintes entre les uns et les autres. Je pense que Monique pourrait reparler du rôle de Bérégovoy dans la dérégulation en France. On pourrait rappeler le rôle aussi de la Commission européenne, y compris lorsqu'il y avait des majorités social-démocrates à l'échelle de l'Europe. Donc ça, je suis désolé, mais ce constat-là, je crois que les faits sont têtus et que l'histoire est tout autre. Oui. Les mafias sont mondialisées, les riches sont mondialisés. Ça m'étonne que parmi les solutions envisagées, vous ne plaidiez pas explicitement pour une gouvernance et une régulation mondialisée, à l'instar d'Attali par exemple. En tout cas, ce qui est certain et qu'on n'a pas dit, c'est que l'international doit se reconstituer. Il doit y avoir une internationale des mouvements politiques et syndicaux, bien entendu. Le problème, d'ailleurs, est urgent parce que s'il y a une classe sociale qui existe, c'est la grande bourgeoisie, et s'il y a une internationale qui existe, c'est l'internationale des grands bourgeois. Ce qui fait que là, on est perdant sur les deux tableaux, et que c'est un trou, enfin c'est une lacune énorme que la dimension internationale de l'organisation des travailleurs soit plutôt en désuétude. Enfin, ça devrait être nuancé, mais en tout cas, il n'y a pas le même niveau d'entente pour les peuples au sens populaire, enfin, des classes
moyenne et ouvrière. Il n'y a pas le même niveau d'internationalisation, on en est loin, que du côté des classes dominantes. Il y a là, par exemple, une des explications, c'est vraiment pas la principale, mais c'est aussi la limite culturelle, c'est-à-dire qu'il y a peu de travailleurs modestes qui parlent deux langues couramment, leur langue maternelle et une langue étrangère. Or, les relations internationales, c'est quand même à travers des langues différentes. Et nous avons une collègue qui a travaillé à notre suite sur le travail des syndicats à l'échelon européen et à Bruxelles en particulier, au sein de l'Europe institutionnelle. Et là, elle a analysé ce déficit de pratique des langues étrangères dans les catégories populaires qui fait qu'il y a une difficulté pratique pour que l'internationalisation ouvrière se développe. Bien entendu, il n'y a pas que ça, il y a d'autres dimensions, mais c'est quand même une dimension et qui montre encore un des avantages non négligeables des classes dominantes. Voilà, j'ai le mauvais rôle, je suis désolé, mais on va s'arrêter là. Sans oublier de vous rappeler qu'il y a un stand donc, de libraires ici qui vendent donc, toute une série d'ouvrages donc, de Monique et Michel Pesson-Charlot. Et donc pour les dédicaces, on va faire comme à l'université tout à l'heure et comme hier à Bruxelles. Ils sont à votre disposition. Il me reste donc à les remercier pour leurs 4 ou 5 conférences en 2 jours en Belgique, leur périple. Voilà, en attendant la prochaine publication. Merci.